Les deux amants s'enlacèrent jusqu'au plus profond de la nuit. Quand le lendemain arriva, Alexei, voyant Luka toujours endormi, s'imagine qu'il a dû la fatiguer bien comme il faut la veille. Ayant apporté le petit déjeuner, il toqua à la porte et lui demande si elle aimerait manger un bout. Se levant, Luka attrape ses sous-vêtements et lui dit qu'elle arrive. Attablé devant la télé, il regarde Alexei envers sa nouvelle concubine et presque celui d'un maître envers son animal de compagnie. Il lui demande si elle a fini de manger, ce à quoi Luka lui répond qu'elle a bien des jours de malnutrition à rattraper, mais trop manger d'un coup, c'est vraiment mauvais pour la santé, donc ça ira. Lui jetant une veste, il lui dit que dans ce cas, elle va l'aider à plier 2-3 trucs. Luka demande à Alexei ce qu'ils vont faire. Ils vont aller fracasser un peu de glace. Mais Luka lui demande pourquoi, ils sont déjà morts. La merde reste de la merde. Même dans la mort, elle reste répulsive, laide et irritante. De plus, fracasser les dépouilles de ces souillures sera si dissuasif et fera comprendre à ceux qui restent qui sont le roi et la reine du Global Freeze. Pour le bien de leur inaliénable, inaltérable, éternelle et solennelle alliance, il laissera mademoiselle le docteur Luka Vader l'immense privilège de passer la première. Il ne trouve pas qu'il prend un peu trop de précautions, mais dans le silence d'Alexei, celle-ci s'y plia tout de même et traversa le pont en direction des dépouilles congelées. Elle abattit sa batte si fort que le corps de glace se brisa sous l'impact. Continuant de s'acharner sur eux, Luka était gentiment filmé par Alexei. Elle lui demande pourquoi il filme. Il lui a déjà dit. Il compte bien faire comprendre qu'eux et eux seuls seront et resteront les maîtres du nouveau monde. Mais c'est pour le mieux. Il se débarrasse de la gangrène qui les a rongés depuis bien trop longtemps. Une fois les dépouilles de Vassiliev et de son gang de cannibales massacrés, ce sera la première marche gravie pour eux. La terreur qui régna pendant les premiers ravages du Global Freeze se clôtura ainsi. Tous pouvaient se réjouir de voir le diable mort. Sur le groupe général, Alexei leur dit à tous que Maxime Vassiliev est mort de ses mains. Dès lors, tout le building passe sous son autorité. L'on demande s'il l'a vraiment tué lui. Mais ce sont des remerciements qui arrivent avant qu'on ne le supplie pour de la nourriture, malgré la mort des deux enfants de ce dernier. Cependant, c'est l'appel d'Agathe qui arrive à surprendre Alexei. À vrai dire, il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit encore en vie. Une fois décrochée, elle lui demande s'il est avec Luka. Alors que les trois gangrénés étaient morts, gagnés par la putréfaction, Agathe, émaciée, lui dit que puisque Vassiliev est mort, elle pourrait venir rester chez lui. Il lui a bien promis qu'il l'hébergerait à l'abri de la glaciation. Ah, alors elle n'est pas encore morte. Est-ce que son cher Alexei la croyait morte? Est-ce là pour cela qu'il a laissé cette truie rentrer chez lui? Il est son âme sœur et elle lui appartient. Agathe lui hurle qu'il n'y a personne qui l'aime plus qu'elle. Qu'il dégage cette salope et elle viendra avec tout son amour. Ils pourront vivre ensemble éternellement. Mais à l'arrière, autant Sonia qu'Anastasia, enragées d'une rougeoyante colère à l'écoute de ses paroles. Qu'elle la lâche! Espèce de salope, c'est parce qu'elles sont des truies qu'Alexei ne veut pas d'elle! Les dissensions qu'Alexei avait volontairement provoquées ont plutôt bien fonctionné. Mais Luka, apeurée de ce qu'elle peut entendre, se rapproche d'Alexei et lui promet qu'elle ne deviendra jamais comme elle. Cela a eu son effet chez lui, mais plus encore, une idée germa en son esprit. Si Agathe le voyait aux côtés de Luka, elle pètera encore plus les plombs, non? Alexei interrompit l'étranglement d'Agathe. Il lui dit qu'il sait qu'elle est une bonne personne, mais malheureusement, elle s'est offerte à lui trop tard. Il a trouvé quelqu'un de meilleur depuis. Alors qu'il se ruait vers son téléphone, Alexei continue. Il ne doute pas qu'elle ne leur souhaitera que du bonheur en ce triste avenir. La photo qu'il envoya, portrayant un air hautain chez Alexei et carrément gêné chez Luka, fit imploser Agathe. Il ne peut pas lui faire ça. Cette Kat, elle manipule, elle ne l'aime pas. Qu'il lui donne une chance à elle, juste une. Elle lui prouvera que son amour n'a pas d'égal. Mais à l'instar de l'écran brisé, ses rêves furent fracassés par la réalité. Il ne peut lui accorder une chance qu'elle a laissé passer d'elle-même. Luka est une femme formidable. Ses petits côtés sont bien plus beaux, bien plus purs que ce qu'elle n'a jamais pu montrer. Comment peut-elle encore se croire digne? Qu'ils arrêtent de se contacter à l'avenir. Il n'aimerait pas que Luka doute de son amour. Mais elle ne le croit pas. Elle ne peut pas le croire. Alexei! Il était si passionné d'elle avant. Comment peut-il l'abandonner alors qu'il a autant insisté? Pourquoi a-t-il perdu tout intérêt alors qu'elle se démène pour lui faire comprendre ses sentiments? Tout ça, c'est à cause de cette salope de Luka. Elle lui a volé ce qui lui appartient. On a ce que l'on mérite, Agathe. Elle ne peut vaincre le karma. Sonia avoue à Anastasia qu'elle n'aurait pas dit mieux. Elle a tout perdu et elle n'en mérite pas moins. Mais voilà qu'enfin, Alexei raccroche sur ce passé. Au fond, il s'est assez diverti de cette pathétique truie. Pas la peine de continuer à la faire sombrer plus loin encore dans la spirale de la folie. De toute manière, et d'ici peu, elle rencontrera sa fin des mains du Global Freeze. Prenant les douces mains de Luka, il lui demande si elle le trouve cruel. Elle est sûre qu'il agit de cette manière parce qu'il a une raison de le faire. Il est ravi de voir qu'elle comprend. Peu de temps après, celle-ci lui dit que le repas est prêt. Mangeant une pomme bien fraîche tout juste sortie de la dimension secrète, Alexei lui dit qu'elle a tout préparé elle-même. Elle a bien le droit de goûter aux fruits de son travail la première. Dans le même temps, la vieille Lugova, plus encore dans le déni, leur dit à tous que la glaciation est bientôt terminée. Déjà du gouvernement, ils lui ont dit. Tout le monde doit l'écouter, sinon elle les dénoncera tous à la police. Qu'il lui donne de la nourriture, sinon elle les fera tous exécuter. Léo Luka avait commencé à manger, passablement agacé, cela dit, de voir qu'Alexei craint encore qu'elle ne l'empoisonne. Celui-ci
il trouve ça bien étrange que l'autre vieille soit encore en vie. De mémoire, c'est elle qui a été pillée en première par Vassiliev. C'est un vrai miracle qu'elle tienne encore. Mais Luka lui dit que quand elle a vu dans quel état était le pauvre Grigori, elle ne put s'empêcher d'éprouver de la pitié et leur a donné quelques denrées. Pardon. Mais c'était encore au début du Global Freeze. Elle croyait que ce serait fini en un rien de temps. Mais maintenant qu'elle a conscience de la situation, elle n'agira plus de manière aussi réfléchie. Mais c'est pas tant le problème, à vrai dire. Depuis le temps, ses ressources ont bien dû s'épuiser. Alors de quoi arrive-t-elle à tenir? Grigori est décédé. C'était il y a bien une dizaine de jours à cause de l'absence de médicaments. Tout prend sens. Quand est-ce que la glaciation prendra fin? Qui sait? Le monde a échappé au contrôle de l'homme. Tout ce qu'eux peuvent faire est d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Ils sont voués à voir de plus en plus de drames humains. Cannibalisme, plongeons dans le vide, cela reste des choses que leur esprit peut concevoir. Mais la folie des hommes dépassera bientôt les pires confins de leur imagination. Interrompant ce glauque récit de l'avenir, Stanislas venait d'appeler Alexei. Ce dernier décroche et le salue. Monsieur Rysenko, comment dire? Est-ce que tout va bien de son côté? Monsieur Levitsky, pas la peine d'être aussi formel avec lui. Qu'il lui dise directement ce dont il a besoin, il fera de son mieux pour l'aider. Des personnes comme Stanislas sont plus que rares aussi loin dans l'apocalypse. Avoir des connaissances loyales, honnêtes et talentueuses de son côté est une bénédiction. Et il sait que le jour viendra où il aura besoin de lui. Alors que la fille d'Alice, Asia, pleurait de larmes chaudes, Stanislas à leur côté dit à Alexei que la petite d'Alice a de la fièvre et il n'a pas de médicament approprié chez lui pour elle. Tout son corps est rouge et elle est bouillante. Lui et sa mère sont inquiets de son état. Est-ce qu'il aurait quelques médicaments à lui prêter? Stanislas est resté célibataire toute sa vie à cause de l'immense charge de travail qu'il s'est imposée. Alice, elle, est une jeune veuve belle et séduisante. Mais ce cher monsieur Levitsky n'est ni un idiot ni un affamé. Alice le sait, elle a dû avoir une approche suffisamment convaincante pour qu'il la laisse rentrer chez lui. Alexei lui répond qu'il a bien quelques boîtes d'efferalgan. Il n'est qu'à passer les prendre dès qu'il le peut. Alexei, comment pourra-t-il lui rendre une telle faveur? Ça fait déjà 2 fois qu'il lui sauve la mise. Qu'il n'hésite pas à lui demander de l'aide, il la courra quoi qu'il en coûte. Ah, et puis pas de monsieur Levitsky entre eux, qu'il l'appelle Stan. Avec plaisir, Stan. Ils se connaissent depuis bien trop longtemps pour rester formels, il a bien raison. Bref, il l'attend avec les médicaments, à tout de suite. Cela dit, Alexei est impressionné par la résilience d'Alice. De tout l'immeuble, Stan est le seul à avoir compris le message et à s'être reconstitué des réserves. Il est loin d'être assez fou pour aider le premier venu, sans pour autant être aussi impitoyable qu'il peut l'être lui. Pourtant et malgré cela, Alice a été la seule à avoir trouvé la méthode efficace pour que Stan les laisse vivre, elle et sa fille chez lui. Luka demande à Alexei si lui et monsieur Levitsky entretiennent vraiment de si bonnes relations. Le monde ne repose que sur les intérêts de soi, et cela est d'autant plus vrai depuis l'avènement du Global Freeze. Malgré cela, lui et Stanislas ont entretenu de bonnes relations au travail, de par leur efficacité réciproque. En plus d'être un bosseur acharné, il cultive un esprit de bonté et d'honnêteté. Il saura lui rendre l'appareil. Alors, pour répondre à ces questions, oui, ils s'entendent plutôt bien et savent mutuellement qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre, et resteront ad vitam aeternam dans le même camp. Et puis, il souhaite du plus profond de son cœur que le monde reste illuminé par la radiance de l'âme de ce bon vieux Stan. Il est un ami infiniment précieux. Peu de temps après, Stanislas est allé toquer à la porte d'Alexei. Alexei, c'est Stan, tu es là? Mais jetant un œil à la caméra de surveillance, Alexei est surpris de voir Alice à ses côtés. Stan? Oui, il est venu avec Alice et Asia. La première supplie Alexei d'aider sa fille. Elle est brûlante et la fièvre ne descend pas. Jetant la boîte d'efferalgan par l'ouverture de la porte, il répond à la jeune maman de lui administrer d'urgence un comprimé. Stan ramassa la boîte et le remercie du plus profond de son cœur. Mais Alice exclame, par pitié qu'il laisse Asia quelque temps chez lui. Il fait trop froid chez eux, elle va mourir à ce rythme. Elle le supplie de leur montrer un tout petit peu plus de bonté. Alexei, peu réjoui de devoir refuser, sait pertinemment que laisser rentrer Asia, c'est donner du pouvoir à Alice et par extension aux autres résidents de l'immeuble. Il ne peut accepter quelqu'un et trouver une raison de refuser les autres. Ça n'amènera que plus encore de dissensions. Madame Matveyev, en cette période critique, il espère qu'elle comprend qu'il ne peut laisser rentrer personne. Ce serait ouvrir les vannes, un torrent qu'il ne peut maîtriser. Il donnera mauvais précédent que tout le monde saura utiliser à bon escient contre lui comme moyen de pression. De plus, ils sont presque à court de charbon. Et puis il fait à peine plus chaud à l'intérieur que dans les couloirs. Mais il a laissé rentrer le docteur Veidor. Veuillez ne pas confondre les situations. Elle et lui sont en couple, et d'un point de vue purement pratique, il a eu besoin d'elle pour se débarrasser du gang de Vassiliev. De plus, elle se doute qu'avoir un médecin avec lui est une chance qu'il ne pouvait laisser passer. Stanislas intervient et dit à Alice qu'Alexis s'est déjà montré extrêmement généreux, leur offrant une boîte de médicaments, qu'il rentre et qu'il couvre la petite de plus de vêtements. Et eux aussi d'ailleurs, pour ne pas tomber malade à leur tour. Mais comment un homme peut savoir ce que sa propre fille ressent? Elle sait qu'Asia souffre le martyre. En larmes, Alice sait que ce n'est pas approprié de sa part pour formuler une telle requête, mais elle supplie d'accepter de s'occuper d'Asia jusqu'à sa guérison. Alexei est particulièrement embêté quant à comment gérer la situation. Reprenant son calme, il lui dit que si ça avait été avant le Global Freeze, bien sûr qu'il aurait accepté sans la moindre hésitation. Cependant, tout le monde dans l'immeuble veut se débarrasser de lui pour occuper son appartement. Il est, pour ainsi dire, apeuré, terrifié, pire encore, terrorisé de ce qu'il pourrait se passer s'il ouvrait cette porte de manière imprudente. Il imagine qu'autant elle que Stanislas comprennent la difficulté de la situation. Le grand patron ne souhaitant sacrifier une amitié de longue date, saisit Alice et lui dit qu'Alexei en a déjà fait beaucoup. C'est purement impossible de trouver une boîte entière de médicaments et pourtant voilà qu'ils en ont une. Mais
Mais il a pourtant laissé Luca Vader chez lui. Alice, elle ne va quand même pas lui demander de mettre sa copine à la porte. Même si ça n'est qu'une petite remarque, ça lui fait vraiment plaisir de l'entendre dire ça. Stan dit à Alice de ne pas embêter plus longtemps encore ce brave Alexei. Il leur a fait grâce de précieuses ressources, qu'elle n'abuse pas de sa bonté. S'étant ressaisie, Alice lui dit qu'elle comprend. Elle a simplement peur pour Asia. Stan dit à Alexei qu'il est désolé de l'avoir mis face à un tel dilemme. Il le lui répète, mais dès qu'il a besoin qu'il fasse appel à lui. Pas de problème, il comprend que dans des périodes comme celle-ci, l'on puisse craquer. Il n'est pas rancunier, au contraire. Il sait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Une fois la situation de crise terminée, Alexei pousse un soupir. Avoir Alice dans les pattes est un vrai cauchemar. Luca lui dit que c'est vraiment quelque chose cette femme. S'allongeant sur les cuisses de sa belle, il est bien d'accord. Cela dit, sa relation avec Stan ne doit pas pâtir de sa gestion de la variable Alice. Ça pourrait gravement leur porter préjudice sur le long terme s'il ne joue pas ses cartes correctement. De retour chez eux, Stanislas demande à casser à celle qu'il a laissée chez lui comment elle a pu oser profiter de la situation ainsi. Comment elle peut demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de son enfant? Mais n'est-ce pas là que pour son bien? Si quelque chose arrive à Asia, quel intérêt a-t-elle de continuer de vivre? Ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas la comprendre, mais avant d'en redemander, il devrait déjà commencer par rendre sa faveur à Alexei. Mais Stan continue de lui faire la morale. Si ça n'était pas pour Alexei, jamais il n'aurait fait de provision, et encore moins aurait-il pu survivre aussi longtemps. Il est plus que déterminé à lui rendre l'appareil dans le futur. Mais ses leçons commencent à taper sur le système de la jeune mère. Se rapprochant d'un air faux de l'ancien militaire, elle lui dit qu'honnêtement, et à son avis, il ne devrait pas se sentir aussi redevable d'Alexei. Après tout, il lui a bien dit qu'il continuera de l'aider au besoin. Que sous-entend-elle par là? Quelqu'un leur tend la main et elle bouffe le bras. Mais qu'il ne déforme pas ses propos. Elle pense simplement que ça ne lui a pas coûté grand-chose de leur donner une pauvre boîte de médicaments. En faire aussi peu, considère-t-il ça vraiment comme un ami lui tendant la main? Peut-être a-t-il simplement accepté pour jouer de son inaltérable loyauté en espérant qu'il l'aide au moment opportun. Si Risenko n'était pas un vicieux pourri, comment aurait-il pu employer de telles méthodes aussi barbares pour se débarrasser d'autant de leurs voisins? Ces quelques paroles firent pas entrer Stanislas dans une colère pourpre. Et puis son domicile est assez grand pour les y loger aux trois en plus de Luca. Alors pourquoi a-t-il agi? Ça suffit! Qu'elle ne prononce plus jamais de telles paroles face à lui! Non! Il lui interdit de penser de la sorte d'Alexei! Il se suffit à lui seul pour juger de qui est bon et qui est mauvais! Et quel genre de personne cela ferait de lui de douter de la sincérité de son bienfaiteur? Si elle partit en pleurs dessus des cris de Stan, si la Calice lui dit qu'elle est désolée, elle n'a pas réfléchi à ses paroles. Au fond, si elle dit tout ça, c'est parce qu'elle s'inquiète pour leur avenir à tous les trois. Et il dormira dans le salon cette nuit. Elles peuvent se partager la chambre. D'accord, elle va aller chercher un autre matelas et quelques couvertures supplémentaires avant. Mais au fond, elle ne peut abandonner maintenant. Elle sacrifiera tout ce qu'elle peut pour s'assurer qu'elle et Asia puissent survivre. Qu'importe ce qu'il faudra abandonner, elle en paiera le prix. À l'extérieur de l'unité 25, les coups de pelle se faisaient de plus en plus proches. Jusqu'à ce que fût enfin terminé un tunnel complétant la jonction annonciatrice d'un nouveau carnage. Une légion armée jusqu'à la mort était partie à la conquête du building. Au 10e étage, ils tombèrent sur Bogdan dès qu'elle abandonna son saut et prit la fuite. Qu'il ne laisse pas partir! Cependant, l'organisme épuisé de celui-ci ne put faire que quelques mètres avant de se prendre un coup de pelle mortel dans l'arrière du crâne. Marat demande à Mirail ce qu'ils doivent en faire. Qu'ils le laissent là pour l'heure. Ils reviendront une fois qu'ils auront fini de piller l'ensemble de l'unité. Mais d'abord, ils ont un rendez-vous au 24e étage. Kirill, fais sauter la porte. Il s'en charge, patron. Le poseur de dynamite prépara celle-ci avant d'hurler à tous ses complices dans le crime de se couvrir les oreilles. La détonation provoque un brouhaha infernal réveillant Alexei en sursaut. Il a pas rêvé, il y a eu une explosion à la porte. Ayant sorti son revolver, il put constater que personne n'a réussi à s'introduire. Il se rue ainsi vers la tablette pour voir les images de surveillance. Planqué au loin au fond du couloir, Alexei vit des visages qu'il ne reconnaît guère. Ce doit être des intrus venus d'une unité voisine. Vu leurs armes, des pelles, des haches, du matos de chantier, de la dynamite. Ce doit être les ouvriers de la boîte du building 26, la maison Komarov. Et s'ils ciblent spécifiquement son appart, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Les informations quant à son domicile ont fuité à l'extérieur de leur bâtiment. Oh Kirill, c'est quoi ce taf de gland? Il s'est pas un peu foiré, il a complètement merdé. La porte n'a pas un pet. Mais pourtant celui-ci est persuadé d'avoir placé les bâtons de dynamite à la perfection. Pas grave, ils ont de quoi défoncer la porte à la main. Alors qu'ils se préparent à forcer l'ouverture, Alexei a bien compris quel est leur seul objectif. Ils veulent le buter. On va voir s'ils ont assez de vie à sacrifier pour se prétendre dignes de leur dessein. Cela dit, Alexei ne se contentera pas d'un simple cocktail Molotov. Il balança le cocktail accompagné du phosphore, lequel est prêt à détonner une fois la bouteille de dioxyde brisée. Les ouvriers avaient bien compris qu'il s'agit d'un cocktail Molotov. Quoique jamais il ne sera attendu à la déflagration qui survint une fois le phosphore relâché. Ah! Colesso, par pitié! Mais sans même laisser les condamnés brûlés par le bûcher, Alexei compte bien démontrer par A plus B son écrasante supériorité. Les balles vinrent se loger les unes après les autres sur les corps enflammés. Le bruit de la dernière laissa place au silence des flammes alors que la terreur gagna le reste du groupe de la maison Komarov.
En sécurité à l'intérieur, Alexei est ravi d'avoir acheté un revolver plutôt qu'une mitrailleuse. Au moins, ça lui permet d'être bien plus conservateur sur ses munitions. Les ennemis qu'il les voit rencontrer à l'avenir seront tous de plus en plus redoutables. Il n'a plus le choix, il doit se concocter un véritable arsenal. Ces types sont venus préparés, il doit les éliminer s'il veut se sentir en sécurité. Aux côtés d'une Luka terrorisée, il lui dit que c'est terminé. Tout va bien maintenant. Alexei! Elle n'a pas eu peur. Elle croyait que c'était un tremblement de terre. Ils sont au 24e étage. S'il y avait eu un séisme, ça ferait longtemps qu'ils auraient fini écrasés au sol. Mais bref, elle lui demande ce qu'il vient de se passer. Une fois les explications faites, Luka comprend bien que les ouvriers représentent une menace plus grande encore que Vassiliev et ses hommes. Oui, ce type utilisait simplement son arme comme moyen de dissuasion et de pression, rien de plus. Eux, en revanche, se revendiquent de l'union des travailleurs. Ils forment une communauté incroyablement soudée, prête à tout. Fort heureusement, ils semblent s'être débarrassés de celui qui pouvait poser les explosifs. Sans ça, ils n'auraient pas été capables de dormir sur ses deux oreilles. Mais reste à savoir ce que sera leur prochaine action à eux. Devraient-ils penser aux représailles? À son avis, Luka lui confirme que ça serait la chose à faire. S'il veut vivre en paix à l'avenir, il va falloir que certaines personnes servent de chair à canon. Dans le groupe de l'immeuble 25, l'on se demande quel était ce bruit. Il semblait venir d'en haut. On aurait bien dit une détonation dynamite. Alexei confirme les craintes d'Efrem. Plutôt, les ouvriers de l'unité 26 se sont ligués pour prendre d'assaut leur bâtiment. En voulant piller les lieux, ils s'en sont pris à Bogdan et l'ont laissé pour mort dans les couloirs du 10e. Le bruit qu'ils ont entendu était dû à une charge explosive qu'ils ont posée, bien qu'ils n'ont réussi à faire quoi que ce soit avec. Fort heureusement pour tout le monde, il a pu les repousser avant qu'ils ne causent plus de ravages. En tout cas, et à cause d'eux, il existe désormais un tunnel menant droit dans leur bâtiment. Tunnel duquel ils peuvent venir quand bon leur semble. Mais que vont-ils faire? Comment peuvent-ils lutter contre les ouvriers de la maison Komarov? La majorité de ceux encore en vie en leur unité sont démunis et trop faibles pour leur résister. Mais Efrem se veut rassurant. Fort heureusement, ils ont Alexei de leur côté. S'adressant à lui directement, il leur dit que grâce à ses prouesses, leur sécurité ici est garantie. Cependant, celui-ci leur dit qu'il a consommé énormément de ressources pour endiguer la première vague. Il n'est pas heureux de leur avouer, mais désormais, même sa sécurité est compromise. Bonne chance à tout le monde. Chacun va en avoir besoin. À peine le message vocal envoyé que Stan l'appela. Il lui demande si ces déchets de l'unité 26 l'ont blessé. S'il a besoin de lui, qu'il lui dise. Il ne va pas rester les bras croisés comme si de rien n'était. Il a déjà bu quelques coups avec les types de la maison Komarov. Il l'a connu, le vieux patron, Arkady Komarov qui s'appelait. Ces types n'ont plus aucune valeur. Il les a vus se rallier sous les ordres du successeur, le fils d'Arkady, Mikhail Arkady Komarov. Il a entendu qu'ils ont fait des ravages chez eux. Maintenant qu'ils ont dû épuiser les ressources de leur bâtiment, et comme ils ont dû avoir vent des ressources dont ils disposent, ils sont venus le piller lui. Alexei lui répond que pour des questions de sécurité, ils vont devoir faire preuve d'une extrême attention quant aux décisions qu'ils vont prendre. Il n'a pour l'heure aucun plan d'attaque pour une potentielle revanche. Cependant, et puisqu'il les connaît, que dirait-il de lui révéler quelques détails pour mettre en marche la dite revanche? On va enfin pouvoir travailler ensemble, Stan. Est-ce qu'il sous-entend qu'ils devraient former leur propre équipe comme le fils Komarov pour repousser quiconque s'en prendrait à eux? Précisément. C'est là, voit-il, leur seule chance de gagner. Ok, dans ce cas, il va soumettre l'idée sur le groupe général pour voir combien sont prêts à se battre. Pas la peine, Stan. Ils vont croire à des motifs ultérieurs de leur part s'il en fait ainsi. Après tout, ils ont bien compris que deux marchent ensemble. Que devraient-ils faire dans ce cas? Ils n'ont pas besoin de se presser. Ils sont peut-être affaiblis, lui y compris, mais ils ont encore assez de ressources pour tenir. Il n'a, pour faire simple, qu'à attendre. Le gang de Mikhail va sûrement revenir pour un deuxième round. Qu'ils gardent ça entre eux. Et il a sans grand doute de quoi les annihiler tous jusqu'au dernier. Cela dit, ce serait faire courir un risque bien trop grand aux autres résidents de leur immeuble. Quoique, de toute manière, à la prochaine incursion, leurs voisins prendront sûrement les armes. S'il a laissé croire qu'il affaiblit, c'est pour les pousser à combattre. Alexei, tu es génial! Avec ça, ils vont pouvoir tisser de vrais liens de confiance entre tous! Une fois raccroché, il se tourne vers Luka. Il a quelque chose à lui demander. Quoi donc? Posant sa main sur sa joue. Luka en est toute rouge! Peut-être que le voisinage de l'unité 25 semble être acquis à sa cause. Au fond, il n'y a personne qu'il ne déteste plus, autant qu'il ne le craigne. Il y a bien des choses dont il ne peut s'occuper. À partir d'aujourd'hui, elle et Stan vont être en charge des renseignements. Ils vont devoir agir subtilement pour qu'à trois, ils puissent établir une carte des dynamiques de pouvoir au sein de leur quartier, voire même au sein de tout le krug municipal de Parnasse. Elle va faire de son mieux. 2 jours plus tard, Luka, vêtu d'une tenue complimentant son gracieux physique, commence à la présentation de toutes les informations qu'elle et Stanislas ont pu récolter. Pour l'heure, le plus grand défi auquel ils font face n'est autre que le gang de la maison Komarov de l'unité 26. Celui-ci est composé d'une grande partie des ouvriers de la société. Leur capacité de combat impose le respect. Cela dit, malgré tout le matériel dont ils disposent, ils n'ont aucune arme à feu. L'autre et seule organisation qui représente une plus grande encore menace vient de l'unité 21. Ils sont 2 à diriger leur escadron de malfaiteurs, Terence Antonovitch et Dragomir Vikrov. Avant le Global Freeze, ils étaient 2 chômeurs qui profitaient de leur temps libre pour magouiller dans les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Ils se sont servis de leurs contacts pour établir un réseau qui s'est solidifié jusqu'à créer une véritable organisation criminelle à part entière. Les membres, tous dans leur vingtaine, se font appeler les loups enragés. Alexei imagine aisément qu'il n'y a plus grand nombre de résidents encore en vie dans les différents bâtiments du quartier. Que ce soit à cause des mises à mort organisées, du cannibalisme, des conflits intestins, ou ceux qui souffrirent bien assez du désespoir pour se donner la mort, sans parler du manque de ressources énergétiques, alimentaires ou médicales. En bref, il ne doit plus rester grand monde. Mais chose importante quant au brief de Luka, tout cela n'est pas aussi alarmant qu'il aurait pu s'imaginer. S'étant relevé et rapproché de sa
sa belle, celle-ci se mit à rougir avant qu'il ne pose sa main sur son épaule. C'est bien trop qu'elle ne puisse supporter qu'elle continue ses travaux de renseignement. Ils doivent impérativement découvrir si Terent et Dragomir possèdent des armes à feu ou non. C'est une information cruciale pour établir un plan d'attaque à grande échelle. Oui. Au domicile du défunt Bogdan, l'un des hommes de Mireille lui confirme que tout est prêt. Excellent travail. Puisqu'ils ne peuvent s'occuper d'Alexei en l'état, ils vont commencer par éliminer tous les autres habitants de l'unité 25. Cela dit, ils préparèrent une petite surprise qui devrait mettre à feu et à sang l'unité voisine de la leur. Les fous de chez Komarov avaient écrit sur un mur du sang de Bogdan les mots suivants. Si Risenko ne sort pas de chez lui pour aller à leur rencontre, il s'assurera d'éliminer l'ensemble des résidents de l'unité 25. Vous avez 48 heures. Il ne fallut guère longtemps pour que la nouvelle ne se répande partout, si bien que le chat des futures victimes de Mireille fustige Alexei de les avoir condamnés. Tout ça c'est parce qu'il a chuté dans la fourmilière. Chacun doit faire face à ses responsabilités, lui y compris. Ils ont été clairs, c'est sa tête qu'ils veulent, sinon il fera de leur immeuble un bain de sang. Leurs activités sportives terminées, Alexei et Luka sortirent de la chambre, tout ça pour que le premier constate une fois de plus qu'ils sont entourés de girouettes. Cela dit, il ne se prive pas de leur répondre de la manière la plus cynique possible. Il ne les a pas invités ici, et pourtant ce serait lui qui serait à blâmer. Il imagine que, selon eux, la mort de Bogdan et de son fait aussi. Mais peut-être que si certains n'étaient pas aussi couards, ils auraient une chance d'aborder l'avenir un tant soit peu serein. Et puis, ces types sont aussi dangereux qu'ils le prétendent tous. Pourquoi devraient-ils prendre le moindre risque? Mais malgré cette fois le véritable shoot dans la fourmilière qu'il envoya, les réponses qu'il reçurent le don de l'hériter. Il est peut-être en sécurité pour l'instant, mais que dirait-il de penser à ce qui l'entoure pour la première fois de sa pitoyable existence? Ça l'embêterait de ne pas faire tomber tout le monde pour justifier son petit caprice d'adolescent immature et autocentré. Pourquoi devrait-il incomber à eux la responsabilité de résoudre les problèmes que lui-même a causés? Parce qu'ils croient qu'il en a quelque chose à foutre de leur existence? Qu'ils meurent de faim, de soif? Qu'ils abandonnent en se défenestrant? Qu'ils finissent bouffés par leur père, leur mère, leur frère ou leurs voisins? Ça ne lui importe en rien! Qu'ils ne montent pas sur leurs grands chevaux en se revendiquant les justiciers de la bonne morale? Surtout quand tout ce qu'ils ont trouvé à faire de mieux était d'établir une coalition contre son appartement! Ils voulaient le voir mort! Excellent! Très drôle! Il se délectera de leur fin à tous! Ponctuant par un message vocal, il leur dit que si par hasard, l'envie leur en prenait de se liguer une nouvelle fois contre lui pour essayer de le faire tomber, il n'aura aucun problème à les éliminer tous jusqu'au dernier. Ce sera là le clou du spectacle. Nikita goûtait pleinement l'aigreur de la terreur. Que devrait-il faire? Il était persuadé que la mort de Maxime Vassiliev semblerait l'heure de la délivrance. Mais ces pauvres gueux d'ouvriers sont encore pires. Est-il supposé attendre sagement sa mort? Ils ont eu la tête du tsar et ils auront la sienne. Quoique, la neige n'est pas prête de faire ses adieux. Que ce soit de ces putains de marxistes ou du froid, ils vont mourir. Mais au 24e, l'ambiance était tout autre, alors qu'Alexei confie à Stanislas que son moment est venu. Il s'en occupe. Stan prit la parole sur le chat et leur dit à tous de ne pas paniquer. Le gang Komarov ne compte pas plus d'une vingtaine de membres. À eux tous, ils peuvent le faire tomber. Cette intervention, salvatrice, permet aux habitants de regagner leur calme et de reprendre confiance en la figure de Stanislas. À vrai dire, certains le croyaient mort. Mais plus important, quel est son plan? Tous étaient gagnés à sa cause. Il leur explique que premièrement, leurs ressources sont en train de sérieusement s'amenuiser. Ils n'ont plus rien à manger depuis plusieurs jours et ils sont trop faibles pour être efficaces en combat direct. A contrario, Alexei tient encore décemment physiquement et est armé jusqu'aux dents. Faire de lui le leader de la révolte tombe sous le sens. Il va essayer de lui parler, de le convaincre de les aider. Les résultats étaient immédiats et positifs. Stan demande à Alexei ce qu'il devrait faire désormais. Celui-ci lui répond que lorsque le moment approprié sera venu, il aura besoin de son soutien pour assurer que ses ploucs se tiennent tranquilles. En faisant le juste milieu entre gentillesse et autorité, ils peuvent arriver à sécuriser le bâtiment. Alexei lance un peu après un appel téléphonique dans le chat général. Il leur dit qu'il leur fait grâce de discuter de la situation avec eux tous pour ne pas faire honte à son ami Stanislas. Il sera bref. C'est dans l'intérêt de tout le monde d'être clair quant aux conditions d'une éventuelle collaboration. Cela dit, il ne se pliera à aucune des leurs compte tenu de leur assaut contre son domicile et sa personne. Mais l'on supplie Alexei de reconsidérer les termes de leur collaboration. Ils se soumettront au moins de ses ordres sans objection. Ils ne demandent que de l'aide de sa part en échange. Oh, réellement? S'ils leur donnent quoi que ce soit, ils le feront. Tout le monde est bien d'accord, il imagine. Tant qu'ils ne les envoient pas à leur mort, c'est ça, oui. Donc s'ils leur demandent de prendre les armes contre les ouvriers du Building 26, ils le feront aussi, il imagine. Ça, c'est... Donc en somme, il leur demande à lui seul de risquer sa vie, mais eux obtiennent le privilège de rester tranquilles. Qu'est-ce qui leur fait croire exactement que leur vie lui importe? Eux ont besoin de lui, mais l'inverse ne s'applique pas. Tranchant avec cette ambiance incroyablement tendue, Luke avait fini de préparer leur petit goûter. Lorsque Michael et ses hommes reviennent, ils sauront préparer leur coup. Qu'ils tiennent leur nuque bien dégagée pour quand Mireille et ses hommes reviendront. Sayonara. Mais Stanislas intervient, il est sûr que tout le monde va l'écouter. C'est juste dur à entendre, mais il est sûr qu'Alexei peut le comprendre. Puisqu'ils font tous face à la mort, plus que jamais maintenant, ils doivent donner leur maximum pour obtenir une chance de survivre. Lui, Stanislas Levitsky, fera ce que Alexei lui ordonnera. Alors messieurs, mesdames, pourquoi hésitez-vous?
Ils n'ont de meilleure option alors qu'ils combattent tous ensemble pour espérer vivre un jour de plus. Encore une fois, pourquoi attendre d'être éliminés un par un? Ils ont encore une chance de découvrir le nouveau monde, celui que le gel abandonnera. À partir de maintenant, ils requièrent une obéissance absolue de leur part à tous ses ordres. Quiconque défiera mon autorité... Putain, j'en ai encore sur la joue. Je disais, quiconque défiera mon autorité ou montrera une quelconque forme de résistance servira d'exemple aux autres. L'appel raccroché, les messages s'enchaînèrent avec pour but de mettre à jour les retardataires, comme ceux qui se terrent. Alexei ponctue ainsi. La situation est pire qu'elle n'a jamais été. Quiconque hésitera, si bien qu'il décide de rester en retrait, fait acte de trahison envers tous les résidents de l'unité 25 et sera sévèrement châtié. Mais que personne ne s'inquiète pour autant. Puisqu'il est aux commandes, il ne laissera personne combattre affamé. Il va s'occuper de récupérer des ressources pour tout le monde. Le message envoyé, il sait que s'il veut fortifier le bâtiment entier, il va devoir s'assurer que ce petit groupe de fortune ait des bases en combat. Il est plus que nécessaire de partir en quête de denrées et autres ressources en plus d'armes à feu pour augmenter leur force de frappe. Fort heureusement, il dispose de pléthore de véhicules adaptés pour le transport sur neige dans la dimension secrète. Les déplacements pour cette mission ne seront ainsi aucunement un problème. En cette ère d'épées blizzards et de confinements éternels, la tâche de sortir de chez soi s'apparente à celle de gravir les nuages jusqu'à aller par-delà les cieux. Pourtant, il y en a bien un capable de se déplacer aussi librement que l'air. Mais comment peut-il aller dehors seul pour trouver des ressources? C'est mission impossible. Il ne peut pas conduire avec autant de neige et marcher isolé jusqu'à Dieu sait où, c'est demander à finir congelé. Mais Alexei joue d'une énième manipulation. Il va prendre ce risque pour le bien de tout le monde. Ils ont accepté une coopération à sens quasi unique. Il leur doit bien cela. Que personne ne s'inquiète. Il a travaillé pour Monsieur Levitsky d'abord, en tant que simple agent de surface, puis gestionnaire d'entrepôt depuis qu'il a terminé ses études. Il sait où chercher. Partout à travers Saint-Pétersbourg, il saura leur trouver, leur ramener de quoi manger. Puisqu'il a pris le rôle de leader, il prendra cette responsabilité pour tout le monde. Qui plus est, lui-même est sur le point de pâtir du manque de ressources. C'est là, autant sa seule chance de survie que la leur à tous. Ce revirement de situation, Alexei l'eut calculé dès le début. Ses machinations créèrent chez ses voisins une gratitude amplifiée par la culpabilité de l'avoir aussi maltraité durant les premières heures du Global Freeze. Luca constate que désormais, ils sont tous motivés à faire de lui leur chef suprême. De toute manière, ils ne sont que chair à canon à ses yeux. Dès la première faveur qu'il leur accordera, ils feront de lui leur nouvelle divinité. Mais compte-t-il vraiment sortir? Pas la peine de s'inquiéter, elle a assez de ressources à l'appart pour qu'elle tienne pendant son absence. À vrai dire, il a simplement attendu de trouver le moment opportun pour s'aventurer et découvrir le monde du Global Freeze. Mais ils n'ont qu'à y aller ensemble! Posant son doigt sur sa bouche, Alexei l'interrompt, lui tirant la joue et lui demande si elle croit qu'il n'a pas encore confiance en elle. Au contraire, il lui fait bien assez confiance pour la laisser seule ici. Elle n'a qu'à attendre son retour. Mais elle veut pas être seule. Descendant les étages un à un, Alexei découvrit les restes du carnage opéré sous l'égide de Vassiliev. Ouvrant l'une des fenêtres du couloir du 4ème, il put sortir directement sur la poudreuse, d'une douzaine de mètres. Marcher sur ce terrain, en plus d'être quasi mission impossible, lui rappelle de bien mauvais souvenirs. Cela dit, il prit la direction d'un garage dont il sait qu'une ouverture subsiste. Là-bas, il sortit un motoneige de la dimension secrète. En opérant ainsi, quiconque l'a vu s'imaginera qu'il l'a sorti du garage. Ses manœuvres furent justifiées, puisque l'on vit Alexei braver le froid à bord de son motoneige. Celui-ci sait très bien qu'en agissant autant à découvert, il ne fait qu'attirer l'attention sur lui, quitte à officiellement devenir l'homme à abattre. En tout cas, il est plus que ravi de sa première sortie. Il n'avait jamais conduit de motoneige et c'est incroyable. Une fois arrivé à la centrale de police saint-pétersbourgeoise, Alexei brisa une vitre, laquelle lui permit d'entrer directement dans les bureaux, là où il croisa du regard les cadavres partiellement congelés d'officiers de police. Ils ont probablement été pris au piège lorsque le blizzard a frappé. Sans vêtements chauds pour tenir, ils ont dû essayer de se serrer les uns aux autres, en vain. Quoi que puisse être la finalité, ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie pour servir la paix méritent de reposer dignement. Ayant présenté ses respects aux défunts officiers, Alexei remarque une forme qui lui est familière. Pas de doute, s'ils ont tenu aussi longtemps ici, ce devait être pour assurer que personne ne s'empare de leur arsenal. Un trousseau de clés tomba au pied d'Alexei. Cette prétendue sécurité pour laquelle ils se sont sacrifiés allait être compromise par le roi du Global Freeze. Face à la salle de l'arsenal, il put en ouvrir la porte, faisant ainsi lumière sur une myriade d'armes à feu. Alexei avait de quoi se réjouir. Reposait désormais entre ses mains plus d'armes et de munitions qu'il n'en aura jamais besoin. Sa réincarnation lui a permis de stabiliser son mental, si bien que l'absence de pression alliée à sa maîtrise du tir que lui enseignait jadis son père font de lui la plus grande menace de la région. Il n'est ni plus ni moins qu'un génie du tir dans une fête foraine. Usant de la dimension secrète, il compte bien ne rien laisser à ses ennemis. De plus, avec tout ça, il a de quoi former la plus grande inquisition du Global Freeze. Prochaine étape, trouver de quoi nourrir la chair à canon de son unité résidentielle. Le supermarché proche du district résidentiel a très certainement déjà dû être entièrement pillé. Les chances d'y trouver quoi que ce soit sont nulles. Bien au contraire des grandes surfaces en périphérie de la ville. Celles qui se trouvent dans les zones commerciales et industrielles. Une trentaine de kilomètres plus tard, Alexis s'arrêta là où il croit se rappeler y avoir un hypermarché. Fort heureusement, et grâce à une balise GPS, il a pu se repérer à travers l'étendue blanche. Creusant sous la neige, il trouva le centre commercial qu'il avait en tête.
Descendant à l'intérieur à l'aide d'une corde, il se délecte de voir désert, ce lieu d'extrême luxure. Avant le Global Freeze, ce centre commercial regorgé de riches pompeux, achetant des sacs et chaussures à des montants excédant 6 mois de dur labeur pour lui. La nourriture doit être au premier étage. Quoiqu'avant cela, il va s'occuper de récupérer tout ce qui pourrait s'avérer lui être utile. L'intérêt d'être venu aussi loin n'est autre qu'il est sûr d'être absolument seul. Il a ainsi tout le loisir et tout le temps d'opérer qu'il veut, et ce en toute sécurité. En tout cas, les denrées alimentaires ont été tellement abîmées par le froid qu'elles font peine à voir. Il n'y toucherait même pas si on les lui donnait gratos. Mais puisqu'il s'agit de nourrir la plèbe, ça leur conviendra parfaitement à ces chiens. Après 24 pénibles longues heures en quête de nourriture, Alexei fit son retour parmi les survivants de l'Okroup de Parnasse de Saint-Pétersbourg. Cependant, il ne passa guère inaperçu puisque Mikhail Komarov et ses hommes l'avaient dans le viseur. Les 48 heures arrivent à terme et voilà qu'il le voit dehors. Monsieur Komarov, ce motoneige, comment? Pas de panique, Edvard, pas de panique. Ça n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit l'heure, en plus de toutes ses ressources. Devant Alexei, figuré pléthore d'ombre, regardant aussi envieux que sidéré celui qui osa braver le triomphe des glaces. Ce motoneige représente désormais l'unique espoir de chacun des habitants de la ville pour fuir le froid. Et c'est bien qu'il n'y aura jamais assez d'essence pour découvrir une terre à minima épargnée. Quoique de toute manière, ces considérations n'effleureraient jamais l'esprit de tous ces gens. Il est désormais la cible numéro 1. Mais qu'ils sachent tous qu'il ne tombera pas. Stanislas n'en revenait pas. Alexei, comment t'y trouvé autant de choses? Crois-moi sur parole, Stan, ça n'était pas facile. Mais enfin, ils ont désormais à leur disposition l'entièreté des ressources dont Saint-Pétersbourg regorgeait encore. Peu après, tous s'étaient rassemblés dans le couloir du 4e. Il a risqué sa vie pour leur donner de quoi survivre. Lucas s'occupa de vider l'un des sacs remplis de fruits et de légumes congelés. C'est vraiment de la nourriture! Longue vie à Alexei! Le roi les a sauvés! Stan débuta la salve d'acclamation. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Merci Alexei! Il est le héros de l'humanité! Celui-ci leur dit que ses ressources seront distribuées de manière équitable. Cependant, lui, Alexei Rysenko, ne tolérera ni peur ni médiocrité. Accepter ses ressources revient à accepter de prendre les armes. Mais à quelques pas de la fenêtre, ils étaient là. Mikhail avait envoyé l'un de ses hommes de confiance, Istvan, accompagner une partie des ouvriers de la maison Komarov, comme il leur a promis à travers le message qu'il laissa lors de leur première incursion. Qu'il leur donne ses ressources. Mais ne prêtant guère attention à eux, Alexei déclare officiel les forces de l'Inquisition 25 des glaces. Leur première mission sera de les éliminer. Quiconque parviendra à abattre un homme recevra 5 jours de ration. 5 jours de ration? C'est parti! Ils vont les buter! Ils vont les buter! Ni Istvan ni ses collègues ne s'attendaient à voir une telle riposte. La frénésie de l'Inquisition partit faire front à la mort. Le plus de sourds ils butent, le plus ils pourront se ressourcer. Mais la bataille n'était guère assassinique pour autant. Ce sont que des poulets sans tête qui courent droit vers l'abattoir. Mais le vétéran de l'Afghanistan, le lieutenant-colonel Stanislas Levitsky, prend les commandes. Que tout le monde continue la charge. Istvan Forgas, la terreur se lisant dans ses yeux, perdit la vie contre les enragés. Les autres assaillants de l'unité 26 s'effondrèrent complètement dans la terreur et prirent la fuite, laissant le commandant du petit bataillon se fondre dans les neiges éternelles. L'Inquisition 25 des glaces remporta sa première victoire. Mais elle se fit au prix de 2 de leurs hommes. Lucas sait que s'ils s'occupent de à temps, ils auraient une chance de survivre. Mais cela consommerait énormément d'efforts, de temps et de ressources, soit des choses dont il manque et qu'Alexei refusera de sacrifier. Au rez-de-chaussée du building, Alexei et Lucas s'apprêtent à commencer la distribution. Le premier félicite tous ces petits mondes. Comme lui, ils ont enfin dû prendre conscience de leur force. Ont-ils encore la moindre raison de craindre quiconque? Non. Et comme promis, l'on appelle à Stepan et Yakov de s'avancer vers lui. Pour leurs 2 meurtres respectifs, il leur offre à chacun 5 jours de ration. Ils s'en sont excellemment bien tirés. Félicitations les gars. Du moment que tous deux continuent comme ça, lui ne cessera de les récompenser. Là où Stepan en part de joie, Yakov lui dit qu'à partir de ce jour, ils continueront de se démener pour leur survie à tous. Mais à l'arrière, certains se rendent bien compte qu'ils ont été idiots de ne pas prendre de risques en restant en retrait. S'ils avaient été plus téméraires, ce serait eux qui récolteraient autant de louanges que de ressources. Alexei cerne bien ces nouvelles dynamiques de groupe. C'est exactement l'effet qu'il souhaitait. Celui-ci lève la voix et leur dit à tous qu'ils vont procéder à la distribution pour tout le monde. Qu'ils se mettent un par un en file indienne. Chacun leur tour, les résidents de l'unité 25 venaient récolter le fruit des efforts d'Alexei et son inquisition. Les mines déconfites de chacun quant aux maigres rations qui leur sont données plaisent au roi du Global Freeze. Le plus ils font, le plus ils gagneront. Simple et efficace. S'ils sont déçus aujourd'hui, ils se démèneront plus que jamais la prochaine fois. Suivant, Veniamin Yoriev. Mais Hippolyte lui demande où sont ses rations. Le regard aussi dégoûté qu'accusateur, Alexei se contenta de shooter dans un bonbon. Les voilà, ses rations. Comment peut-il oser lui donner un maigre bonbon en guise de ration? Il se fout de sa gueule? Se croit-il en position d'élever la voix contre lui? Pendant que certains risquaient leur vie, lui a fait partie de ceux qui prirent la décision de brasser de l'air à l'arrière. Peut-être se croyait-il malin.
Mais voilà, il déteste qu'on le prenne pour un con. Et il imagine qu'il en va de même pour ceux qui ont réellement défié la faucheuse. Qu'il considère ce bonbon comme un acte de générosité de sa part. Il ne sera pas aussi clément la prochaine fois. Mais comment peut-il le blâmer pour ça? Il n'était même pas 10 et tout le monde les encerclait. Il n'a pas eu la moindre chance de se rendre utile. Ce n'est ni son problème, ni celui de l'Inquisition. Ils ne vivent, non, ne survivent que de résultats. Sa médiocrité est un frein à leur avenir. Qu'ils y réfléchissent. Mais c'est injuste! Il est injuste! Il se contente de faire de lui un exemple alors que notre flan n'est plus un corps! Injuste? Pour qui se prend-il à essayer de lui faire la morale en invoquant la justice? Il a été le seul à s'offusquer de son traitement. Il n'y a rien de surprenant à ça, cher ami. Il lui a commandé de combattre et lui a sciemment désobéi. Mais que veut-il de plus? Il ne récolte que ce qu'il a semé. Les graines de la médiocrité ne pousseront pas dans le jardin du maître de l'Inquisition 25 des glaces! Si quelqu'un ici réfute son autorité, il ou elle est libre de rendre ses rations et de quitter l'Inquisition la tête haute avec intégrité. Il ne les protégera plus, mais il ne s'en prendra pas à eux non plus. Le silence régnant que les coups assénés à Hippolyte. Alexei est ravi de voir qu'ils sont tous d'accord sur les termes de leur coopération. Mais Hippolyte lui qui n'est rien d'autre qu'un bourreau pour harceler ceux qui questionnent ses méthodes. Écrasant sa main de son pied, Alexei lui dit de lâcher le bonbon. Tu es maître de toi-même. Il te suffit d'abandonner ce bonbon et tu pourras repartir fièrement. À moins bien sûr qu'il ne désire réellement disposer d'une chance de protéger sa pathétique existence. Et là, il lui laissera une nouvelle chance d'obéir. Se retournant vers ceux auxquels Hippolyte faisait allusion plus tôt, Alexei leur dit que l'Inquisition 25 n'a pas besoin de parasites bon qu'à pomper des ressources. Sur ce, mesdames, messieurs, les ressources ont été distribuées conformément aux règles établies. Le reste sera gardé en attente pour l'heure. Mais à l'arrière, on lui dit que tout le monde n'a pas reçu ses ressources. Rampant au sol, Agathe et Sonia viennent mentir la clémence auprès d'Alexei. Il a toujours été généreux avec elle. Il va lui donner quelque chose, hein? Sonia lui dit de pas oublier pour elle aussi, hein? Ah, mais il ne les a pas oubliés. À l'origine, il n'y avait simplement rien pour elle. Mais Sonia lui demande pourquoi tout le monde ici peut jure de présenter sa part et pas elle. Agathe, les larmes au porte-yeux, lui dit que ça peut être vrai. Il ne lui ferait jamais ça. Il lui a dit qu'il l'aimait. Ce fut peut-être le cas, mais n'a-t-elle toujours pas compris qu'il n'a fait que se délecter de leur misère jusqu'alors? Ça fait bien longtemps qu'il a compris quel genre de pourriture elle est. Et puis comme elle a dû le comprendre, il est déjà en relation. Luca vaut la lune à ses yeux. Elle en revanche n'est qu'une catin à la recherche d'un riche couillon duquel elle pourra profiter. À l'avenir, qu'elle évite de lui représenter son ignoble visage. Il lui en serait gré. Non, ce ne peut être vrai. L'autre jour, il l'a invité à vivre chez lui. Pourquoi l'abandonne-t-il maintenant? Anastasia lui répète qu'elle ne fait que se bercer d'illusions. Elle ne vaut rien, tout le monde le sait. Elle se prend pour une sorte de fée que tout le monde désire, bien qu'en réalité elle n'est qu'une poubelle humaine qui rêve d'étoiles sans rien offrir en échange. Hippolyte, donne-lui un petit surnom, va. Salope, grosse te pue. Eh bien, il pensait pas rire de sitôt et dire qu'il avait un crush sur elle. Il avait de la merde dans les yeux, ça c'est clair. Et tout le monde se taise. Alors qu'Agathe s'enfuit de honte en courant, Alexei apprécie le bon goût d'Hippolyte, bien qu'il lui donne un paquet de biscuits. Stepan et Yakov s'occupèrent ensuite de Sonia sous le regard satisfait d'Alexei. Bon, les poubelles ont été sorties. Désormais, ils vont pouvoir se pencher sur les questions de fortification de l'immeuble. À l'intérieur et en excluant les non-combattants, ils sont 47. S'ils s'excluent avec Lucas, Stanislas et Alice, le reste sera divisé en 6 groupes comptant entre 7 et 8 personnes. Ils doivent commencer par établir un moyen de garder les lieux sous surveillance 24 heures sur 24 pour ne jamais être pris de court en cas d'attaque. Dans le cas d'un assaut extérieur, ils signaleront à tous les résidents de l'unité qu'ils sont attaqués en frappant sur la rambarde des escaliers avec une barre en acier. Ah aussi, la récompense de 5 jours de ration par meurtre tient toujours. Se retournant vers Stan, il lui confie la tâche de répartir les ressources restantes pour ceux qui seraient chargés de faire le guet sans pour autant contribuer à l'élimination des factions ennemies directement. Pas de problème, Alexei. Le blizzard reprit en fin de journée. Luca demande à Alexei quelle est la situation dehors. C'est plus ou moins la même que celle qu'elle a décrite dans son rapport il y a quelques jours. Saint-Pétersbourg est toujours prisonnier des neiges. Plus l'on s'éloigne de la ville, et plus l'étendue blanche est terrifiante. Les bâtiments moins hauts ont tous été complètement engloutis. Si la situation persiste, même une fois que les puissantes chutes de neige est stoppée, et que les températures reviennent à la normale, ça prendra bien 2 semaines pour que toute la neige fonde. Mais l'hiver n'a pas encore atteint son pic de froid. Les températures devraient continuer de baisser. Alexei se leva en silence et, faisant tomber une partie de l'arsenal, récupéra la centrale de police. Il lui confie que tout ça ne sera pas un problème pour eux. Dans les derniers jours, il existait toujours quelque chose de pire que l'environnement. Quelque chose dont l'enfer même rêve d'acquérir. Qu'importe la menace, il n'existe rien de pire que ce que l'humanité peut produire. Sorti sur le balcon, Alexei tenait avec lui l'arme rêvée de tout assassin. C'est au même moment qu'il vit au loin 2 silhouettes braver les neiges en direction du garage. Ils ont l'air de se diriger là où il a sorti le motoneige. Et il a d'ailleurs semblé le rentrer comme il a semblé le sortir, et son bluff a payé. Cela dit, leur effort ne mènera qu'à la déception. Stan avait appelé Alexei au même moment. Il s'excuse de le déranger. Il s'est récupéré les nouilles instantanées d'ailleurs. Mais bref, il voulait prendre le temps de s'excuser pour les paroles des
placés qu'a eu Alice en son encontre. Il ne doit pas les prendre à cœur, il ne sait pas tenir sa langue, mais elle n'est pas une mauvaise personne. Stan, pas la peine de se montrer aussi poli à son égard. Il n'est pas du genre à être rancunier. Cela dit, et bien que ça ne le regarde pas, mais à son avis, il devrait vraiment prendre le temps de considérer l'avenir. Est-il prêt à élever la progéniture d'un autre homme? Ah, que veut-il? Que peut-il faire en cette époque? Trouver une femme comme Alice relève déjà du miracle. Stan, tu devrais pas trop te sous-estimer. Leur monde est désormais tel qu'un ancien militaire comme toi, ça vaut son pesant d'or. Cela dit, lui accorde qu'Alice n'est pas dénuée de valeur pour autant. Une belle jeune femme comme elle pourrait lui accorder un descendant. Après tout, ce serait une perte d'effort colossale de sa part pour se contenter d'élever un enfant qui n'est pas sien. Pour ce qui est de penser avoir un enfant, il en est encore loin. Autant attendre que l'avenir soit plus sûr, et là il pourra en parler. Ma foi, je plaisantais. Mais enfin, s'il prend les choses de cet augure, ce n'est probablement pas plus mal. À vrai dire, Alexei a beaucoup de respect pour leur couple. Il ne leur souhaite que bonheur à l'avenir. Merci Alexei. Il va le laisser tranquille. Merci d'avoir décroché. Surtout qu'il n'hésite pas à l'appeler dès qu'il a besoin de quelque chose. Une fois l'appel raccroché, Alexei posa sa main sur la joue de sa bien-aimée. Il y a toujours des choses qui doivent être prises. Doucement, non? Il a raison. Les deux s'embrassèrent et s'enlacèrent dans cette chaude et tendre ambiance. Mais au rez-de-chaussée du building, le reste des forces armées de Komarov pénétra pour leur revanche. Cependant, le leader de l'offensive y arrivait un parpaing droit sur sa sale gueule. Ses réflexes lui permirent d'esquiver la sournoise attaque. Plus haut, l'on s'est bien malmené la rambarde des escaliers pour sonner l'alarme. Le gang de Komarov est là. Ils les prennent d'assaut. Que tout le monde sorte, ils en ont après leurs ressources. Mais plus bas, l'on est persuadé que leur attaque surprise a fait basculer la balance des pouvoirs. Par contre, comment ces putains de bouzos ils leur envoyaient des briques? Le combat faisait rage partout à travers la cage d'escalier, laissant déjà nombre de cadavres derrière lui. Cela dit, devant la mort d'encore un de leurs membres, le chef d'expédition de Komarov ordonne la retraite de tout le monde. Du côté de l'Inquisition, on se demande s'il serait judicieux de les pourchasser. Oublie ça, c'est bien trop risqué de charger son commandant vers l'inconnu. Une meute de chiens mongoloïdes, voilà ce qu'ils sont. Quoiqu'ils ont vraiment choisi le pire moment pour les prendre en embuscade. De cette distance, un fusil de précision fera l'affaire. Sortant de la dimension à barrette M82, ils vont être témoins de son génie. Le viseur intégré lui octroie une précision purement incroyable. Grâce à lui, il n'aura même pas besoin de forcer pour tous les abattre. La première balle partie, laquelle transperce à la tête d'un des ouvriers. Cependant, grâce au silencieux de l'arme, ses collègues mercenaires dans le crime ne pouvaient que supposer que quelqu'un quelque part les a dans le viseur. Cette balle était digne de sa personne. Parfaite. Mais l'heure n'était plus à la pondération pour les mercenaires. Ils jouent leur vie contre la montre. Cependant, le pendulier de la mort sentait toujours en lui cette étrange sensation d'adrénaline et d'excitation d'abattre ses glands. Celle-ci le pousse à enchaîner les meurtres. L'un après l'autre, tous succombaient devant le prétendant au trône suprême de glace. Les cartouches vides tombant au sol résonnent avec les billes qu'elle envoie baigner dans le glacial Styx. Le chargeur vidé, Alexei avait réussi un perfect. Dès aujourd'hui, il n'a plus qu'à se contenter fièrement de trôner en son domaine. Quiconque souhaitera les envahir goûtera de ses balles. Du côté des membres de l'Inquisition, l'on n'en revient pas qu'il ait pu abattre autant de monde d'aussi loin. Il doit avoir une sorte de sniper. Mais compte tenu de la distance, ça reste une prouesse inouïe que d'avoir abattu tous ses assaillants sans qu'une balle ne rate. En tout cas, l'on s'est mis autant à respecter que craindre le grand Alexei Risenko, capable d'éliminer quiconque se présente à lui. Ce dernier imagine bien que ses coups de feu vont causer plus d'une insomnie. Le lendemain, Lucas se mit véritablement au fourneau, préparant un plat depuis zéro. Elle lui dit que c'est loin de ce qu'il a pu stocker du vino et Voda, mais s'il veut manger, il faudra qu'il ne fasse pas trop le difficile. Bah, il n'aurait qu'à prendre le temps de s'améliorer. Ce n'est pas comme s'ils en manquaient. De toute manière, manger la même chose jour après jour après jour, et ainsi de suite serait devenu plus qu'ennuyeux à la longue. D'ailleurs, elle change de sujet, mais elle a entendu des coups de feu hier. Il a tiré du balcon? Oui, il a pris son barrette M82, une super arme. Il a battu plus d'hommes un corps que Mikhail Komarov leur a envoyé. Alexei, tu es incroyable! Tiens, elle n'est pas curieuse quant à son choix d'armes? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Le passé, ses raisons de motif, justification. Comment dire? Elle a pris la décision de rester avec lui. Ça n'est pas pour questionner ses méthodes qui leur garantissent sécurité. Elle est effectivement incroyablement intelligente. Ne pas se laisser ronger par une curiosité déplacée en est une énième preuve. Qu'elle le sache, mais il apprécie grandement ses nombreuses vertus. À quelques dizaines de pas de l'unité 26, Mikhail et le reste de ses hommes faisaient face à l'unique épilogue d'un possible affrontement contre l'Inquisition 25 des Glaces. Patron, avec tous ces échecs, ils ont perdu 50% de leur effectif. À son avis, ils devraient abandonner. Une fois rentrés à l'intérieur, Mikhail tape du poing sur la table. Depuis quand ils ont des putains de flingues? Comment il peut faire quoi que ce soit contre ça, hein? Mais patron, s'ils n'arrivent pas à leur dérober leurs ressources, tous les habitants de leur unité vont périr. Quand le soir sera venu, qu'ils aillent récupérer leurs dépouilles. Au sein de l'unité 25, l'ambiance était tout autre. Alexei, vous sortez? Ouais, continuez de bien travailler les gars. S'ils s'en sortent, ce sera grâce à eux. Cela dit, tous savent que leur unique espoir tangible repose sur Alexei. Ils doivent à tout prix rester dans ses bonnes grâces. Mettant un AirPod dans son oreille gauche, il reprend son appel, débuté plus tôt avec Stan. Il le remercie de lui avoir donné les coordonnées de la base navale Leningrad. Il compte sur lui pour tenir les rênes de leur immeuble en son absence. Alexei, tu peux partir en mission serein. Il risquera sa vie pour garder leur forteresse. Du côté de l'unité 21, Dragomir Vikrov et Terent Antonovitch regardaient en silence le
motoneige filant non loin de leur building. Dragomir demande à Terrent où est-ce que Steve a bien pu trouver un motoneige. Ils ont envoyé du monde au garage, mais ils n'ont rien trouvé. Parnasse est assez grand, il est possible qu'ils s'organisent pour les aiguiser sur la mauvaise piste. Et si sa théorie s'avère correcte, ce type aura un coup d'avance sur eux, et ça sera impossible de trouver le motoneige d'eux-mêmes. Certes, mais ils doivent à tout prix mettre la main dessus. Avec un tel engin, ils pourraient créer un réseau de Petrozavodsk jusqu'à la Pirenta en Finlande, voire jusqu'à Moscou en tentant une percée avec escale à Novgorod et Tver. Ça leur permettrait de s'assurer de disposer de ressources en cas de pénurie dans leur région. Exact, de plus le pétrole, ce n'est pas ce qui manque depuis le Global Freeze. S'il a réussi à en trouver pour se déplacer, eux aussi pourront. Mais d'abord, et qu'importe ce qu'il leur en coûte, il doit se trouver des clopes. Ça fait 2 semaines qu'il n'en s'en est pas grillé une, il est en train de devenir taré. Sillonnant les alentours de la banlieue saint-pétersbourgeoise, Alexei constate qu'il est impossible de récupérer des ressources en dehors des grandes surfaces. Les plus petits commerces sont tous enterrés sous plusieurs mètres de neige. Attends, il y a encore le quartier industriel à l'ouest. Il n'a pas pensé aller du côté de la mer, puisqu'il n'y a essentiellement que des hangars militaires et des grands complexes industriels. Mais c'est aussi là-bas qu'arrivent les imports internationaux. Il doit toujours y avoir de bonnes choses à récupérer. Une fois arrivé à peu près d'1 heure à sillonner les neiges, ce sont des dizaines d'entrepôts presque entièrement recouverts par le blizzard qui font face à Alexei. Toute l'industrie de la ville est concentrée ici. Il peut tirer le plus gros jackpot possible en fonction de ce qu'il y trouve. Il va pouvoir aller jusqu'à nourrir des milliers de personnes sans que cela ne pose le moindre problème. Quoiqu'une fois la première vitre brisée, il ne reste que déception. Il aurait dû s'y attendre, mais les ressources ont été transportées d'urgence vers les zones souffrant de pénurie au début du Global Freeze. Il descendit tout de même et récupéra les différents véhicules se trouvant encore à l'intérieur. Bien qu'inutile pour l'heure, il est fort probable qu'ils aient un intérêt plus tard. Cela dit, il va devoir considérer l'essence comme un sérieux problème à l'avenir. Il a été assez intelligent pour en stocker à l'avance, mais plus il devra aller loin, plus il prend le risque de tomber à court de carburant. Malgré la déception de ne rien trouver d'autre d'utile pour l'heure sur la zone industrielle au portuaire de Saint-Pétersbourg, Alexei compte bien partir vider les stations d'essence de la ville. Quoiqu'à peine arrivé à la première station Shell dont il se rappelait, il doit bien admettre qu'il enchaîne les décisions flinguées. Il n'existera jamais de station-service qui ne sera pas enterrée sous une dizaine de mètres de neige. Ce qui veut d'ailleurs probablement dire qu'il n'y aura aucun moyen de récupérer du fuel. Oh et merde! Ça veut dire qu'il devra économiser ses réserves d'essence à l'avenir. Malheureusement, ce n'est pas une force humaine qui pourra lutter contre la chute de neige. Si seulement il pouvait utiliser des engins de chantier pour excaver tout ça. Une minute, de l'équipement, des excavateurs. Il y a des chances que ça puisse fonctionner. La neige n'a pu se compresser aussi vite, ce qui voudrait dire que... Non, c'est sûr, la neige ne peut déjà être entièrement solidifiée. Ça pourrait bien marcher. Comme du côté de Parnasse, la couche de neige ne doit pas dépasser les 12 mètres. Du moment qu'il arrive à creuser jusqu'à une entrée, enfoncer une porte ou une fenêtre ne posera aucun problème. Remplissant la pelleteuse qui stocka dans la dimension secrète d'essence, il se doit de remercier son ancien boulot. Il a eu la chance de monter sur des élévateurs lorsqu'il travaillait dans les entrepôts de Stan. Manier une pelleteuse ne devrait pas être une tâche impossible. Ça ne lui prendra que quelques heures tout au plus. C'est parti pour pelleter. Après ce qui fut bien 3 heures de pelletage, Alexei constate qu'il a bien fait de ne pas y aller à la mano. Il aurait fini mort de froid avant d'avoir fait la moitié du chemin. Une fois la porte d'entrée de la station-service forcée, il sait qu'en général les réserves de fuel sont stockées sous terre. Quoiqu'avant de descendre, il ferait mieux de se débarrasser de toute l'électricité statique de son corps. Ça serait dommage d'exploser en flammes si près du but. Une fois chose faite, il alla faire sauter la porte menant au sous-sol. Usant d'une lampe torche, Alexei n'était qu'à quelques marches de lever une inquiétude qui pesait lourd sur son âme. Grâce à ses réservoirs d'essence et de diesel, il n'a plus aucune raison de s'inquiéter du manque de fuel à l'avenir. Dévissant les tuyaux reliés au réservoir, Alexei s'occupa de sceller ces derniers avant d'avoir une soudaine réalisation. Si cette méthode a marché, ça veut dire que tant que la neige ne sera pas compressée, il peut accéder à n'importe quel bâtiment enneigé. Il est, en d'autres termes, le maître à contester des ressources du globe. La nuit venue, il continue son exploration des lieux. Alexei arbore un sourire serein. Les méthodes pour obtenir autant d'essence que nécessaire apportent ses fruits. Il peut aller se trouver un endroit où dormir une fois les lieux explorés. Le tour de la station terminé, Alexei établit sa tente et une fois bien au chaud dans son sac de couchage, il peut enfin se reposer quelques heures. Demain, il partira en quête de la base militaire que lui indiquait Stan. Mais pour l'heure, un peu de sommeil lui fera grand bien. Du côté de l'unité 25, Luca est en mission pour essayer de soigner le pauvre enfant fiévreux de l'une des résidents. Celle-ci lui dit que ça fait déjà 2 jours et elle est extrêmement inquiète. Le médecin pousse un soupir de désarroi. Alexei a beau lui avoir laissé assez de ressources alimentaires, du côté de tout ce qui est médicaments et matériel de premier soin, il s'est tout gardé. Cela dit, Stanislas a couru après avoir eu vent de la situation. Il leur a ramené les médicaments qu'il leur reste, ce qu'Alexei leur a offert pour guérir la petite Asia. Posant sa main sur l'épaule de Daria, il se veut rassurant et lui dit qu'Alexei sera de retour d'ici peu et, dès lors, ils pourront trouver une solution ensemble. Daria remercie du fond du cœur le docteur Vedor. Elle lui est infiniment redevable, au même titre qu'elle l'est pour Monsieur Levitsky. Sans eux, elle ne sait pas ce qu'il serait devenu. Mais Luca lui dit qu'elle ne mérite pas tant de remerciements. Sans l'intervention de Stanislas, elle n'aurait rien pu faire. Oui, mais quand même. Partant avec Stan, Luca entendit des pas frénétiques descendre les escaliers en courant. Attention, son petit-fils est mort. Personne n'a le droit de voir ses enfants heureux. Irène poignarda Daria dans la carotide. Celle-ci lâche à son petit de douleur, lequel Luca rattrape. Quelle ennui avec Dominique. Daria laissée pour morte, Irène ordonne à Luca de lui donner ce petit. Mais Luca refuse de lui laisser abattre un enfant innocent sans défense. Mais son petit-fils est mort. De quel droit mérite-t-il de vivre? Cela dit, Luca compte bien permettre à Dominique de survivre. Mais malgré sa rapide fuite, la vieille truie arrive à se saisir de la cheville du médecin, laquelle s'effondre dans les escaliers. Elle
refusé de sauver Grigori. Elle va crever avec cette petite saloperie. Mais serrant le pauvre enfant de ses bras, elle le protégera quoi qu'il en coûte. Cependant, c'est le lieutenant-colonel qui arrive comme une furie après avoir entendu les cris de désarmement avant de faire tomber la grosse des escaliers. Stanislas, votre main. Il va bien, qu'en est-il d'eux? Pareillement, ils leur doivent la vie. Il est soulagé. À vrai dire, il aurait pu se regarder dans une glace s'il lui est arrivé quelque chose à elle ou aux autres en l'absence d'Alexei. Mais Luka lui dit que tout cela est dû à sa négligence. À vrai dire, elle était persuadée que Madame Lugova serait déjà morte de faim puisqu'ils l'ont écarté de leur plan de rationnement. Blessé par la charge de Stan, elle lui hurle qu'il n'est qu'une merde d'opportuniste. Il a attendu qu'Alexei bute Maxime pour prendre le pouvoir. Il n'a rien fait tout du long, il n'a servi à rien. Il lui doit, lui et tout le monde, la vie de son petit-fils. Risenko, Fedor et Levitsky. Allez tous à l'enfer. Luka confia le petit Dominique à l'une des voisines affolées par le bruit. Mais face à la truie assassine, Stan hurle de stir. Ils doivent la vie à Alexei pour s'être débarrassé de Vassiliev. Croit-elle qu'elle pourrait s'amuser à cause d'un tel tintamarre et attaquer des innocents comme ça sans lui? Luka intervient et lui dit qu'elle ne devrait pas blâmer Alexei. Il a considéré apporter des médicaments. C'est faux. Il a refusé. Il a tué son petit-fils. Elle l'a supplié d'intervenir et lorsqu'il aurait pu, Grigori avait déjà été découpé de ses propres mains. C'est faux. C'est eux. C'est eux. Ayrton n'en revient pas de voir que cette grosse vache sont allée bouffer son propre petit-fils et ose blâmer les autres. Toutes ces belles paroles sur WhatsApp, c'était bien de la merde. Kostya enchaîne. Il adorerait voir le regard de son fils et de sa belle-fille qui lui ont confié leur enfant. Et Ayrton, cette vieille peau commence à lui sortir par les yeux. La voir à moitié morte après tout ce qu'elle a fait. Il n'a pas envie de lui donner un petit coup de main pour crever en vitesse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Regarde-la, elle est pleine de graisse. Ils vont pouvoir faire un petit feu de camp avec ses grosses joues. La lueur de la lanterne qui illumine Alexei flamboyait paisiblement. Direction la base navale Leningrad. Selon les coordonnées que lui a donné Stan, ça ne devrait pas être loin. Bon, il a déjà fait ça une fois. Creuser devrait pas lui prendre bien longtemps. Le premier bâtiment qu'Alexei déterra fut celui du dortoir. Au moins ça prouve qu'il est au bon endroit. Faut-il encore trouver l'armurerie? Quoi qu'il y a quelque chose qui l'intrigue. Toute la base était faite prisonnière des glaces. De plus, elle est particulièrement éloignée de la ville. Alors pourquoi ne voit-il aucun corps gelé? Chambre après chambre, toutes s'avèrent être vides. Serait-il possible qu'ils soient tous partis en avance? Mais pourquoi? Enfin, comment? Non. Serait-il possible que certains aient anticipé le Global Freeze? Ils auraient fait déplacer l'ensemble des troupes en plus des ressources? L'existence d'une coalition militaire est une possibilité qu'ils n'eût considérée. Ces derniers pourraient très bien se tenir prêts, en secret, survivant des ressources que l'armée a à sa disposition pour restaurer l'ordre mondial une fois le Global Freeze disparu. La constitution de telles forces armées n'est pas à exclure en ces temps. Quoique, cela ne change rien. Il doit simplement continuer comme il le fait. Ce n'est là qu'une simple variable en plus. Une variable, cela dit, à laquelle il doit être prêt à répondre. Continuant son chantier, Alexei alla jusqu'à démolir ce qu'il imagine être l'armurerie, quoique celle-ci est bien différente de ce qu'il imaginait. Explorant les lieux en découvrant de nouvelles armes, Alexei se délecte de ce qu'il voit. Il va pouvoir s'amuser bien plus avec ce type de matos plutôt qu'avec l'arsenal des forces de police. Il y a même des grenades. Cela dit, il peut voir que ces lieux semblent déjà avoir été partiellement vidés. Ça confirme l'hypothèse d'un déplacement de forces militaires. Reste à savoir si coalition il y a ou non. En revanche, le fait qu'ils aient laissé en désordre autant de matériel signifie qu'ils sont partis dans l'urgence en se concentrant sur l'artillerie lourde. Une fois sa collecte terminée, Alexei est plutôt satisfait de celle-ci. S'il a besoin de refaire le plein d'armes, il n'aura qu'à chercher des endroits similaires à celui-ci. Plus tard, une fois de retour au sein de l'unité 25, les membres de l'Inquisition lui demandent pourquoi il n'a rien ramené à manger. À vrai dire, il a fait de son mieux, qu'il le croit. Il a passé plus de 24 heures assis à un endroit après l'autre, mais il n'a eu la fortune de trouver quoi que ce soit. Il leur demande d'être patient pendant quelques temps encore, et il leur promet qu'il leur amènera de quoi se repaître. Non, mais il y a encore plein de restaurants, d'épiceries, de supermarchés partout à travers Saint-Pétersbourg. Pourquoi ne retournez pas chercher, bordel? Ouais, y a rien à manger ici. Ils arrivent même plus à dormir. C'est bon, ils ont fini? Il les trouve bien peu dociles ces derniers temps. Ne se rappelle-t-il pas qui l'ont supplié à l'aide, lui? Il a été clair sur les termes qui régissent l'Inquisition 25 des glaces. S'ils sont déçus, rien ne les empêche d'aller chercher eux-mêmes de la nourriture. Yakov l'interpelle et lui dit qu'il y a un malentendu. Personne ne remet en question ni son travail, ni ses efforts, et encore moins les risques qu'il prend pour eux. Peut-être qu'il pourrait profiter d'un peu de repos et repartir après. Messieurs, il en suffira pour aujourd'hui. Ils peuvent disposer. Espèce d'enfoiré! Ils ont travaillé dur, sans arrêt, tout ça pour avoir que sa sale gueule d'incapable, hautain et vicelard comme seule guise de remerciement. Il va voir qui fait la loi ici. Alexei! Il comprend qu'il n'ait pas envie d'y retourner. Le monde extérieur est impitoyable et dangereux. Cela dit, s'il en emmenait 2 ou 3 d'entre eux avec lui, il pourrait probablement repartir et sauver tout l'immeuble de la famine. Son motoneige est bien assez pour supporter 3 ou 4 personnes. Et puis, ensemble, ce sera plus simple de piller des magasins abandonnés. Et donc... Non, mais il est sérieux. Ils sont prêts à l'aider. C'est dans l'intérêt de tout le monde, après tout. Oui, eux n'ont que son meilleur intérêt à cœur. Il leur a pourtant donné une chance de porter leurs couilles. Dégagez
traînant un flingue envers l'âme à bout portant. Et il leur avoue qu'il ne supporte pas qu'on se foute de sa gueule trop longtemps. Qui plus est, s'ils veulent tant que ça se débarrasser de lui, qu'ils fassent preuve d'un minimum de courage plutôt que de combiner comme des lâches. Quoi qu'il semble qu'il était trop gentil de bâtir une inquisition fondée sur le respect, il aurait dû leur faire comprendre bien plus tôt qui est le maître et qui sont les sujets. Alexei, ne fais pas de conneries. Var la magie de son plein gré, eux ne souhaitent que de pouvoir dialoguer en paix. Ouais, c'est ça, ta gueule. S'ils ne tuent pas quelques-uns d'entre eux, ils ne seront jamais foutus de comprendre la leçon. Alors que fuyé par l'infini étendue de glace les survivants de l'insurrection, l'on interpelle Alexei affolé. Est-ce qu'il va bien? Il n'est pas blessé après tout ce temps passé dehors? Cela dit, avant qu'il n'eût le temps de répondre, Stan constate que ces cons n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Prenant la tendre main qui est de Luca, Alexei lui dit que tout va bien. Ce n'était qu'un conflit, trivial tout au plus. Passant aux côtés d'une Alice bien silencieuse, il leur dit qu'il est une personne pleine de bonté, il ne leur en veut pas. Allez, ils vont pouvoir rentrer chez eux. De la bonté, chez lui, quel foutage de gueule. Mais du côté d'Alexei, la sérénité était de mise. Tout est presque prêt. Si la chair à canon qu'il a sous ses ordres n'est pas encore épuisée, il n'aura qu'à faire un peu de nettoyage. Une fois de retour chez lui, Alexei demande à sa bien-aimée ce qu'il s'est passé en son absence. Y a-t-il eu du mouvement de la part des autres unités? Eh bien, de leur côté, Irène s'en est prise à Daria et son petit, clamant la vengeance de Grigori. Daria n'a pas survécu, mais Stan l'a sauvée, elle et le petit. Grièvement blessée, Irène fut brûlée vivante par deux membres de l'Inquisition, arrivant en urgence à cause des cris. Ouais, bon, c'est pas une grosse perte. Enfin, si, littéralement. Mais bon, bref. Quoi d'autre? Rien à signaler de la part de la maison Komarov ou de l'unité 21 de Vikrov et Antonovitch. Ah si, Maria Vikurov, chef de l'unité 9, souhaiterait s'entretenir avec lui. Vikurov? Qu'est-ce qu'elle lui veut, celle-là? Elle n'en sait pas plus, à vrai dire. Maria l'a contacté directement parce qu'elle lui impatiente avant le Global Freeze. Le message qu'elle reçut ne disait rien de plus que sa volonté d'entamer des discussions en vue d'une coopération avec le chef de l'unité 25. Elle a précisé que les spécificités et autres détails ne seront dévoilés qu'au chef et à personne d'autre. Intéressant. Cependant, il n'a besoin de rien. Tout ce qu'elle et son unité peuvent faire est de le regarder prospérer pendant que pourrisse gangréné par le froid. Dans ce cas, doit-elle lui répondre qu'il ne veut pas dialoguer avec elle? Pas la peine d'aller aussi vite en besogne. Qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait sur elle ainsi que la situation de l'unité 9. Madame Maria Vikurov contrôle une société de cosmétiques qui a pignon sur rue partout à travers la mère patrie. Quand bien même elle fut évaluée autour des 200 millions d'euros, Maria en reste le cœur décisionnel et ne dispose que d'un maigre panel d'associés. Elle est une femme de pouvoir dans la quarantaine qui prend tant soin d'elle que de ce qu'elle emploie et dirige d'une main de maître. Il n'y eut apparemment que 10 décès déplorés au sein de l'unité 9 depuis le début de la glaciation aujourd'hui. De ce qu'elle a pu comprendre, l'entièreté de l'immeuble 9 est à sa cause. Elle en a le plein contrôle. Alexei est assez surpris qu'une femme ait réussi un tel tour de force dans une ère où seule la force brute semble compter. Pas de doute possible, elle doit avoir plus d'un tour dans son sac. Par contre, il a beau y réfléchir, mais il ne voit pas où elle veut en venir. Du coup, soit-il rentrer en contact ou non? Mais bien, ça ne coûte rien d'échanger un peu. À vrai dire, il est curieux de découvrir les situations de leurs voisins. Allumant son téléphone, Alexei est surpris par non pas une demande d'amis, mais de Lazar Lansky, directeur des finances des entrepôts de la Compagnie nationale de l'Union. Il a bien dû le voir une fois, lors d'une réunion de la grande distribution où il accompagnait Stan. L'aurait-il ajouté pour les mêmes raisons que Maria? Acceptant les demandes des deux, Maria lui envoie aussitôt un message où elle se présente et lui dit qu'elle aimerait discuter avec lui. Alexei lui demande à propos de quoi, mais au fond, il va sans dire qu'il a comme sa petite idée. Celle-ci lui propose un appel vocal, lequel Alexei décline. S'il a quelque chose à lui dire, qu'elle soit claire et concise. Il n'a pas la patience d'entretenir des conversations inutiles. Quoiqu'en réalité, il souhaite plus que tout éviter l'entretien de conversations volatiles. En fonction de la tournure des événements, il a besoin de conserver les traces tangibles de leurs échanges. De son côté, Maria constate qu'il est aussi impitoyable qu'elle crut le comprendre. Elle a ouï dire qu'il a éliminé au moins la moitié des résidents de l'unité 25 lors de conflits internes. En plus de cela, il disposerait de moyens de transport viables sur la neige et posséderait au moins 2 armes à feu. Si elle doit converser uniquement par message, elle doit faire preuve d'une extrême prudence. Tout ce qu'elle peut dire pour être utilisé à son encontre. Se mordant les lèvres de dégoût, elle n'a qu'une seule approche potentiellement viable. Quelqu'un qui apparaît comme aussi imbu de lui-même pourra peut-être marcher à la flatterie. Elle lui dit qu'elle a eu vent de ses prouesses. Ça fait, à vrai dire, quelque temps qu'elle aimerait déjà le rencontrer, mais qu'elle n'en eut l'opportunité jusqu'alors. Elle a aussi appris à propos de son motoneige. Il peut s'imaginer qu'il représente pour tant de monde une sorte d'espoir de survie, ou la raison de sa prise de contact en vue d'une potentielle coopération. Une coopération? Et que peuvent-ils lui offrir en échange? Leur unité vit en parfaite harmonie. Elle peut mettre 76 personnes à sa disposition dans l'optique d'étendre son territoire à l'aide de son motoneige. Cela sera, à son avis bien sûr, d'une plus grande efficacité plutôt que d'opérer seule. En échange, elle ne demande que des vivres pour son unité. Mais elle le répète, il n'y a pas meilleure main d'œuvre ailleurs que chez eux. Pour ce qui est d'étendre leur territoire, ce n'est pas comme si leur quartier était si grand que ça. Et de la main d'œuvre, pourquoi faire? Des bonhommes de neige? Elle attend qu'ils se mettent à roucouler ou bien? Elle le prend pour un pigeon depuis le début, mais il va laisser couler pour cette fois. En l'absence de réponse de sa part, Maria lui rappelle qu'il est devenu la cible numéro 1 de leur quartier depuis qu'elle était vue à bord de cet engin. En échange de nourriture, il s'assure leur indéfectible loyauté. En l'état, elle doit lui avouer qu'elle craint que ce climat de pseudo-paix ne bascule. Chacune des forces en présence continue de peser le pour et le contre quant à mener des offensives à grande échelle. Elle ne doute pas que ce doit être leur cas aussi, mais à son avis, bien qu'il reste maître de ses choix, une coopération entre les unités 25 et 9 apparaît comme nécessaire. Du moins, avant que le statu quo n'implose. Alexei comprend très bien le sous-texte.
Cette femme est en train de le menacer. Appelant cette dernière, Alexei lui demande si elle est prête à agir en conséquence de ses propos. Monsieur Risenko, elle est certaine de ce qu'elle avance. Il ne veut pas de bavardage inutile. Il n'en aura pas. Il a autant conscience qu'elle du climat de tension qui règne. Refuser une coopération, voire pire, faire de ses ennemis ne ferait qu'accélérer l'imminente catastrophe de laquelle tout le monde pâtira. Magnifique! C'est la première fois qu'il entend quelqu'un mendier de la nourriture avec autant d'arrogance. C'est une proposition de coopération. Oui, bien sûr. Qu'elle lui laisse le temps d'y réfléchir. Prendre des décisions hâtives n'apportera rien de bon. Une fois raccroché, Alexei se doit de pondérer une question qui dépasse de loin un simple conflit entre unités. Cette femme est capable de causer des ravages. À vrai dire, il la croit bien capable de rallier bon nombre de personnes à sa cause dans l'objectif de lutter contre lui s'il advient qu'il joue mal ses cartes. Il reste ainsi à savoir si une alliance d'un millier de personnes est probable et si cette dernière serait capable de faire s'écrouler un immeuble. Pour l'heure, il n'y a ni les ressources nécessaires en essence ou en électricité pour opérer des engins de chantier nécessaires à la démolition d'un bâtiment. Compter uniquement sur la force humaine de Belle et Trois Pioches est parfaitement ridicule, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tant qu'il reste ferme sur ses positions, refusant de quitter les lieux, qu'est-ce que les habitants de leur quartier peuvent faire pour le déloger de force? Mais même s'il ne peut perdre, combien de temps devrait-il faire front à des milliers de personnes? S'il les ignore, ça n'est que faire l'autruche jusqu'à leur inévitable attaque. Que devrait-il faire? Quelles sont ses options? Mais alors qu'il réfléchit à ces dernières, Alexei reçut un nouveau message. Prenant son téléphone, il découvrit que Lazar Lansky l'a contacté. Celui-ci salue poliment Alexei avant de lui proposer à son tour de coopérer au milieu de cet apocalypse. Il continue et lui dit que jusqu'à aujourd'hui, seules 5 personnes âgées de l'unité 18 sont décédées des suites de complications médicales liées au soudain froid. Tout le monde chez lui a pu survivre grâce à un partage équitable de ressources et coexiste en harmonie. À vrai dire, il estime que c'est là la meilleure option pour que le plus d'entre eux survivent au Global Freeze et entament la future reconstruction du monde. Mais il ne fera pas preuve de langue de bois, ils ont besoin de ressources. Cela dit, ils ne s'attendent pas à recevoir sans offrir. Il lui propose ainsi toute la force humaine que possède l'unité 18, en plus des ressources matérielles dont il dispose pour pouvoir remplir le moindre de ses besoins au mieux de leur capacité. De plus, et sachant que son unité est en conflit, ils sont prêts à servir de médiateurs pour endiguer la montée de tensions inutiles. Alexei n'en attendait pas moins du directeur des finances d'une corporation cotée en bourse. Il est aussi doué en gestion que pour maximiser les profits. Il demande à Lucas si elle est familière avec la situation de l'unité 18. Celle-ci lui répond qu'elle a eu vent de ce qu'il se passe là-bas, d'après que leur leader joue d'une grande influence. Il aurait, à vrai dire, unifié tout l'immeuble dans la paix, ce dès que le Global Freeze commença ses ravages. Il a réussi à centraliser les ressources en les redistribuant de manière équitable pour permettre à tout à chacun de survivre jusqu'alors. Il semble que ce Lazar possède un charisme organisationnel remarquable. Cela dit, se reposer uniquement sur cela pour survivre au cataclysme demeure une fantaisie. Alexei lui répond qu'il doit y réfléchir avant de lui formuler une réponse officielle. Jetant un coup d'œil aux anciennes demandes d'amis qu'il a pu recevoir, il constate que ces dernières sont variées, bien que loufoques quant aux conditions qui lui sont proposées. En cette heure, il n'existe que 2 choix possibles. Des déclarations de guerre ou des traités de paix. Tous les tuer reviendra à gaspiller des munitions, sans parler d'éliminer des innocents qui ne renferment aucune haine à son égard. Il ne ferait que ruiner sa sanité au profit d'une paix momentanée. Intérieurement, Lucas est soulagé de s'être rangé du côté d'Alexei avant que ne se développent ces guerres de clans. Celle-ci interrompt son train de pensée et lui demande son opinion sur la question. Les mains posées sur sa poitrine, Lucas pédale pour lui répondre. Si la guerre éclate, c'est mieux de combattre avec ferveur, sans quoi, même avec toutes ses ressources, il ne pourra pas contrôler toutes les unités de manière effective. Leur quartier deviendrait un point mort pour lui. Elle est mignonne quand elle rugit comme ça. Cela dit, il existe une solution qui n'implique pas le génocide du quartier tout en nullifiant le danger que posent ces différentes factions. Il va sans dire qu'il apprécierait se tourner vers cette solution. Même si ce n'est pas l'option la plus pratique. A-t-il pensé à déménager en dehors du quartier? C'est plus facile à dire qu'à faire, ma chère. Cet appartement n'est ni plus ni moins qu'une forteresse imprenable. Tout ici a déjà été installé pour se fondre au cœur de l'immeuble. S'il se relocalise, il doit abdiquer toutes ses protections. N'existerait-il pas une autre solution qui n'impliquerait pas d'abandonner leur bunker actuel? Le soir venu, Alexei demande à Lucas ce qu'elle essaye de faire avec ce gilet pare-balles. Celle-ci lui dit qu'elle essaye de faire une protection pour le bas du corps. Eh bien, y a pas à dire, avec elle, il est pas prêt de se blesser. Allez, viens donc te reposer un peu. Cela dit, Alexei envoie tout de même un message aux membres du groupe de son unité. Votre attention à tous. Ils font face à une menace qui dépasse de loin toutes celles auxquelles ils ont pu faire face. Les unités voisines, jalouses de leur succès, essayent désespérément de négocier des traités à sens unique, lesquels viseraient à les dépouiller de leurs ressources alimentaires. Ils invoquent une pseudo-légitimité en imposant un partage du motoneige. Et voilà que tout refus de leur part sera suivi d'une déclaration de guerre à leur encontre. Anna réagit presque immédiatement. Qu'est-ce que ces idiots pensent faire? S'ils ont un tant soit peu de courage, qu'ils aillent chercher des denrées eux-mêmes. Marco est bien d'accord, ils vont pas abandonner le peu de nourriture qu'ils ont. Ils se battront jusqu'à la mort. Mais Dorofei leur dit qu'eux ne sont plus que 3 ou 4 douzaines capables de combattre tout au plus. S'ils se mettent à dos les unités voisines, ils devraient faire front à des déferlantes humaines de plusieurs centaines d'individus. Sont-ils vraiment en mesure de s'opposer au monde? Alexei leur dit qu'il n'existe qu'un motoneige fonctionnel ici-bas, que tout le monde pondère la question avec sagesse. Il n'aura pas de problème avec leur décision finale, mais une fois que sera acté le partage du motoneige, il y a de fortes chances qu'eux ne voient plus jamais la lueur d'une conserve. Ils les laissent être les maîtres de leur survie. Anna a compris le message, ils doivent les confronter. Encore une fois, Marco est d'accord, les ressources qu'ils leur apportent sont les leurs. Pourquoi devraient-ils les céder? Parfait. Feinter la quête de la vie du peuple était la décision à prendre.
Mais Alexei reçut au même moment une notification. Quelqu'un l'ajoute à un groupe. Il a pourtant bloqué toutes les invitations qui ne lui étaient pas familières. Pourquoi y en a-t-il une qui... Maria Vikurov l'avait ajouté dans un nouveau groupe, la chambre des négociations des maîtres d'unité. Il semble que tout le monde se prépare à un showdown contre lui. Celle-ci explique aux autres maîtres qu'elle a fait venir Monsieur Risenko pour parler affaires conformément à leur discussion. Dragomir éclaire son attention qu'il a cru comprendre qu'il vivait plus que décemment ces quelques temps, avec 3 repas par jour notamment. Et cela sans la moindre considération pour ses pauvres voisins. Mikhail, également présent, lui dit que s'il se retire des négociations maintenant, ils ne pourront pas garantir leur neutralité à l'avenir. Lazare le reprend et lui dit que des menaces ne mèneront nulle part. Le but de cette conversation est d'avancer en vue d'une coopération améliorative et efficiente à l'échelle de leur collectivité. Paraître tout hostile qu'on le veut ne mènera à rien de bon pour personne. Dragomir suggère à Lazare de dévoiler leurs conditions à Alexei. Celui-ci s'y plie, mentionnant le dernier invité au débat, et il lui explique qu'après négociation avec les autres maîtres d'unité, ils sont arrivés à un plan raisonnable pour tous les partis. Il espère, lui, comme tous ses homologues, qu'il pourra y agréer. Premièrement, les survivants des 29 unités du quartier nord de Parnasse de Saint-Pétersbourg sont arrivés au consensus que s'ils refusent ces conditions, Monsieur Alexei Risenko sera déclaré ennemi du peuple. Deuxièmement, il doit leur fournir des ressources leur permettant à tous de survivre dans le minimalisme le plus essentiel. En échange, il leur promet de ne jamais s'en prendre à l'unité 25. Troisièmement, et pour s'assurer qu'ils tiennent parole, le motoneige sera à disposition de tout le monde et son utilisation sera déterminée selon une rotation inaliénable. Il deviendra ainsi officiellement un bien appartenant à la coalition du quartier nord de Parnasse. Quatrièmement, et pour terminer, tous les points de ravitaillement dont il a connaissance devront être partagés avec la communauté. Eh ben putain, il ferait mieux de trouver un moyen de toutes les crever en même temps. Quoique non, c'est bien trop risqué comme approche. Il devrait se rendre extrêmement vulnérable pour accomplir un tel tour de force. L'approche la moins risquée serait de s'en occuper un par un, mais dès la première incursion inquisitrice, une guerre totale à son encontre serait lancée. Il doit trouver une méthode plus efficace. Mais oui, faire front à un millier d'ennemis coordonnés est certes incroyablement risqué, mais s'il arrive à capturer les leaders de chaque groupe, il pourra faire s'effondrer chacun d'eux sans craindre quoi que ce soit. Le lendemain, Alexei se prépara à partir sur le terrain, prêt à mettre à exécution son plan. Puisqu'il leur est impossible de jauger son pouvoir de feu, il feindra de se résigner à négocier. Ils croiront ainsi qu'ils ont l'avantage et baisseront naturellement leur garde. Les préparatifs pour les encercler déjà au point, il n'aura plus qu'à les éradiquer sans qu'ils ne puissent rien faire. Son plan est, entre nous, infaillible. Une fois que tous les leaders des autres unités seront rassemblés, il n'aura qu'à leur jeter une grenade et faire résonner la déflagration de sa victoire. Les sifflements de la détonation à travers les murs de Saint-Pétersbourg chanteront ses prouesses. Mais pour l'heure, il n'a qu'à attendre que les poissons mordent à l'hameçon. Au rez-de-chaussée, Stanislas s'était chargé de distribuer les rations nécessaires pour préparer les forces restantes de l'acquisition des glaces au combat. Que tout le monde se dépêche de manger, reste en alerte pour protéger les lieux. Les habitants, pseudo-soldats, reprenaient des forces. Ça faisait une éternité qu'ils ne quoi que ce soit de concret à se mettre sous la dent. Même de la taupe industrielle a le goût d'un 5 étoiles. Par contre, l'ensemble des forces d'Alexei était plus qu'inquiète quant à ce que leur chef a pu leur dire vis-à-vis des négociations à sens unique. Est-ce que tout ce qu'il a dit est vrai? Mais surtout, pourront-ils retourner à leur quotidien, calme et tranquille après cela? Se voulant rassurant, Alexei leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Du moment que les négociations se passent comme ils l'espèrent, il pourra leur promettre qu'il n'y aura plus de pénurie alimentaire ni de boucherie sanglante entre unités. Et puis, ces négociations, elles vont se dérouler en leur territoire. Alors messieurs, que tout le monde se rallie à lui une fois de plus pour un avenir meilleur. Que tout le monde tienne sa position et la paix leur tendra ses bras. Au diable le pacifisme. Ils veulent la paix, il la leur accordera. D'ici peu, il ne restera plus personne. Vous avez dit qu'on ferait des suites et il n'y en a pas eu beaucoup, mais bon, je pouvais pas ne pas faire de suite pour le Global Freeze. Alors j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. J'en prépare 2 autres sympas d'ailleurs, et l'épisode 3 de cette série. Comme d'habitude, je tiens à remercier les patrons qui me soutiennent malgré le manque de vidéos ces derniers temps. Je prépare vraiment des gros trucs et ça prend temps monstre, mais voir votre soutien me réchauffe le cœur. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir, bien que ce n'est pas obligatoire, je vous mets le lien de mon Patreon en description. Sur ce, c'était Solstice et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.